Les Sumériens ont inventé l'écriture et la roue. Ils ont divisé le temps en secondes et minutes. Ils ont dompté la nature et construit des villes gigantesques. Un roi a disparu pendant 40 jours. Lorsque son récit nous revient, il parle d'un voyage au-delà des limites du monde des hommes, d'une plante sacrée capable de préserver sa lignée et d'un savoir gardé par des puissances qu'aucun mortel ne pouvait approcher seul. Les versions modernes racontent que le roi Etana est descendu sous terre et y est resté 40 jours. Certaines évoquent des portes cachées, des salles souterraines et des êtres vivants sous la Mésopotamie. Mais les tablettes d'argile racontent une histoire bien plus étrange et bien plus complexe. Elles ne décrivent pas une descente de 40 jours. Elles décrivent un roi emporté dans le ciel par un aigle. Alors, d'où vient ce voyage souterrain qu'a réellement vécu Etana et pourquoi l'une des plus anciennes légendes royales de Mésopotamie a-t-elle été transformée en une exploration des entrailles de la planète? Si vous aimez les enquêtes où l'on sépare les textes anciens des spéculations modernes, abonnez-vous. Cette histoire devient plus mystérieuse à l'instant précis où l'on cesse d'ajouter des détails pour examiner ce que les fragments parvenus jusqu'à nous conservent réellement. Etana apparaît dans l'un des documents les plus célèbres de l'ancienne Mésopotamie, la liste royale sumérienne. Ce texte organise les souverains en dynasties et présente la royauté comme une chose descendue du ciel. Ces parties les plus anciennes rapportent des règnes qui s'étendent sur des centaines, voire des milliers d'années, mêlant mémoire historique, mythologie et théologie politique. Parmi les souverains de la première dynastie de Kish figure Etana. Il est désigné comme un berger, un roi qui unifia des terres étrangères et surtout l'homme qui monta au ciel. Son règne se voit attribuer une durée impossible, puis son fils Bali lui succède sur le trône. Cette notice tient en quelques lignes, et c'est pourtant le socle sur lequel repose chaque version ultérieure de son mystère. L'expression « monta au ciel » crée d'emblée un problème pour le titre de ce récit. La chronique antique envoie Etana vers le haut, jamais vers le bas. Elle ne dit nulle part qu'il voyagea sous terre, ni qu'il resta absent 40 jours. Etana n'a pas non plus consigné ce périple de sa propre main. Si l'histoire a survécu, c'est parce que des scribes ont recopié des fragments d'une épopée plus ancienne sur des tablettes d'argile, des siècles après l'époque présumée du roi. Pourtant, cela ne diminue en rien le mystère. Cela transforme l'enquête. On passe d'une simple aventure souterraine à une interrogation bien plus vertigineuse. Comment les récits antiques mutent-ils, fusionnent-ils, acquièrent-ils des détails que leurs auteurs originels n'ont jamais écrits? L'épopée d'Etana nous est parvenue sous forme de fragments abîmés, issus de différentes époques. Des pans entiers du récit sont perdus, si bien qu'aucune reconstitution moderne n'est absolument certaine, mais l'intrigue centrale reste limpide. Etana règne sur Kish et sa dynastie menace de s'éteindre, il n'a pas d'héritier. Sans fils, son autorité disparaîtra avec lui. Etana se met donc en quête de la plante de naissance, une substance divine liée à la fertilité. Sa recherche le conduit vers un aigle dont la propre histoire débute avant que le roi n'entre en scène. Un aigle et un serpent vivent dans le même arbre. L'aigle niche dans les branches, le serpent occupe les racines. Il prête serment devant le dieu soleil Shamash et jure de protéger les petits l'un de l'autre. Puis l'aigle trahit ce serment. Il descend des branches et dévore la progéniture du serpent. Le serpent en appelle à Shamash pour obtenir justice. Le dieu lui ordonne de se cacher dans la carcasse d'une bête sauvage. Quand l'aigle fond sur elle pour se nourrir, le serpent surgit, lui lacère les ailes et le précipite au fond d'une fosse. La créature autrefois puissante gît là, impuissante, affamée, incapable de s'échapper. Shamash oriente alors Etana vers l'aigle prisonnier. Le roi le délivre, le nourrit et lui rend ses forces. En échange, Etana réclame son aide pour trouver la plante de naissance. L'aigle accepte de le porter en direction du royaume divin où la plante pourrait être obtenue. C'est ce voyage que l'épopée a préservé. Etana ne s'approche d'aucune muraille de montagne qui s'écarterait devant lui. Il ne franchit aucune barrière de lumière liquide. Il ne rencontre ni gardien souterrain, ni salle technologique, ni cité enfouie qu'il traverserait à pied. Ces détails appartiennent aux réinventions modernes, pas au texte mésopotamien qui nous est parvenu. Au lieu de cela, Etana grimpe sur le dos de l'aigle. L'oiseau s'élève au-dessus des terres, emportant le roi toujours plus loin de tout repère familier. Par intervalles, l'aigle demande à Etana de regarder vers le bas et de décrire ce qu'il voit. La terre commence à rétrécir.
Les terres cultivées paraissent plus petites et la mer change de forme sous leurs pieds. À mesure qu'ils grimpent, le monde habité devient de plus en plus difficile à reconnaître. Cette scène imagine l'altitude depuis un point de vue qu'aucun voyageur mésopotamien ordinaire n'aurait pu éprouver. Certains lecteurs ont vu dans ces passages où la Terre rétrécit la preuve d'un vol technologique avancé. Mais l'image n'exige aucune machine. Les conteurs de l'Antiquité savaient inventer des perspectives impossibles, tout comme ils imaginaient des dieux traversant le ciel, des montagnes touchant les cieux et des héros pénétrant des contrées au-delà du soleil. L'aigle lui-même est présenté comme le véhicule. Finalement, Etana est saisi de terreur. La hauteur l'écrase et dans l'une des reconstitutions, l'ascension échoue. Des fragments plus tardifs laissent penser qu'une autre tentative a peut-être suivi, mais l'état dégradé de l'épopée empêche un récit parfaitement continu. La fin n'a pas été conservée. Pourtant, la liste royale sumérienne donne Bali comme le fils et successeur d'Etana. Tout indique donc que, dans la tradition, la quête a bien abouti. La plante de la naissance a été trouvée, Etana a obtenu un héritier et la dynastie s'est poursuivie. La conclusion manquante de l'épopée laisse ce moment décisif en suspens, entre sources textuelles et déductions légitimes. Alors pourquoi certaines versions modernes envoient-elles Etana sous terre? La première raison tient à une confusion entre les différents royaumes de la Mésopotamie. La cosmologie antique comprenait le ciel, le monde des humains, le royaume des morts et l'Abzu, le vaste domaine d'eau douce souterrain associé au dieu Enki ou Ea. On imaginait l'Abzu sous terre, mais il n'avait rien d'une cité futuriste comme celle décrite dans l'épopée d'Etana. La seconde raison vient de la fusion de mythes distincts. Inanna descend à travers 7 portes dans le monde infernal. Gilgamesh franchit la montagne de Mashu et traverse des régions interdites aux humains ordinaires. Enki, lui, est lié à la sagesse cachée et aux profondeurs. Lorsque des fragments issus de ces traditions sont assemblés, ils peuvent donner naissance à une version souterraine du récit d'Etana qui sonne de manière authentiquement mésopotamienne, même si aucune tablette antique ne la contient à elle seule. La troisième raison renvoie aux spéculations modernes sur les technologies anciennes. Les aigles deviennent des aéronefs, les plantes divines se muent en médecine génétique, les dieux se transforment en visiteurs non humains, les portes sacrées cèdent la place à des entrées mécaniques, tandis que les royaumes métaphoriques se changent en installations physiques enfouies sous la croûte terrestre. Cette approche peut produire un divertissement captivant, mais il faut clairement la désigner comme une interprétation et non comme une traduction. L'affirmation des 40 jours pose un problème encore plus net. Aucun fragment connu de l'épopée d'Etana ne décrit un voyage d'une durée de 40 jours. Aucune tablette parvenue jusqu'à nous ne livre un récit quotidien de ses expériences et aucun colophon antique ne désigne Etana comme l'auteur d'un tel compte-rendu. Le nombre 40 possède une portée symbolique dans plusieurs traditions religieuses et littéraires ultérieures, ce qui peut expliquer pourquoi il semble naturel dans une histoire d'épreuve et de transformation. Mais l'insérer sans preuve dans le périple d'Etana revient à importer un schéma tardif au cœur d'un récit mésopotamien bien plus ancien. Le titre renferme donc une légende moderne tissée autour d'un roi antique. Le roi, lui, est bien réel dans la tradition littéraire. L'extraordinaire voyage est attesté, même s'il a été consigné par des scribes et non par Etana lui-même. La quête d'une plante de fertilité appartient bel et bien à l'épopée. L'ascension de l'aigle et la vision de la terre qui rapetisse figurent aussi dans le récit qui nous est parvenu. En revanche, le complexe souterrain et la durée exacte de 40 jours n'en font pas partie. La distinction est essentielle, car le récit d'origine est déjà stupéfiant. Il y a plus de 3000 ans, des scribes mésopotamiens ont préservé l'histoire d'un souverain quittant le monde des hommes, contemplant la terre depuis les airs, affrontant la peur à une altitude vertigineuse, à la recherche d'une substance capable de perpétuer sa dynastie. Ce texte révèle aussi une vérité profonde sur l'exercice du pouvoir. Etana est désigné comme un berger, une image politique qui suggère que le souverain protège et guide son peuple. Pourtant, la force militaire seule ne peut lui garantir un avenir. Il lui faut une aide divine, il doit secourir une créature brisée et dépendre d'elle pour atteindre ce que le pouvoir terrestre ne peut offrir. La trahison et le châtiment de l'aigle font écho aux propres problèmes d'Etana. Les deux personnages voient leur avenir s'effondrer.
L'aigle perd ses petits et sa liberté après avoir trahi un serment. Etana, lui, risque de voir sa dynastie s'éteindre faute d'héritier. Leur alliance transforme l'épopée en un récit de réparation, de devoir et de la distance périlleuse qui sépare le besoin des hommes de la puissance divine. Même les descriptions aériennes ne se réduisent pas au simple spectacle. Tandis que Kish disparaît en contrebas, le royaume d'Etana se réduit physiquement, comme rétréci par l'altitude. Le souverain qui gouverne des terres étrangères est contraint de mesurer à quel point son territoire paraît dérisoire vu depuis le domaine des dieux. Son autorité s'étend sur le plan politique, mais se recroqueville à l'échelle cosmique. Les fragments nous refusent la fin que nous désirons le plus. Nous ne pouvons pas voir Etana recevoir la plante dans une scène complète qui aurait survécu. Nous ne pouvons pas savoir comment la version la plus ancienne racontait son retour, quel rituel l'entourait, ni dans quelle mesure le récit s'est transformé à mesure que les scribes le recopiaient de génération en génération. Mais l'absence de ces lignes ne doit pas devenir un blanc-seing pour les inventer. L'absence de tablette n'est pas la preuve qu'un événement imaginaire s'est glissé dans un vide, c'est simplement la trace d'une perte. La conclusion la plus honnête est aussi la plus troublante. Etana a bel et bien franchi une limite, du moins à l'intérieur de la littérature mésopotamienne. Il a quitté le sol sur le dos d'un aigle et s'est élevé jusqu'à ce que le monde en dessous devienne presque méconnaissable. Son récit a été transcrit, fragmenté, recopié, puis inscrit dans la liste royale sumérienne à travers une formule extraordinaire, le berger qui monta au ciel. L'idée qu'il ait voyagé sous terre pendant 40 jours nous en apprend bien moins sur l'ancienne Sumer que sur notre besoin moderne de transformer la mythologie en histoire cachée. Nous voulons des portes scellées, une technologie perdue, des civilisations secrètes, des archives précises ayant survécu à toutes les censures. Les tablettes offrent quelque chose de moins concret mais de plus authentique, un récit brisé en équilibre entre la royauté, la fertilité, le jugement divin et le vol cosmique. Le vrai mystère d'Etana n'est pas ce qui l'attendait sous la surface de la planète. Il est ailleurs. Pourquoi les plus anciennes civilisations urbaines ont-elles imaginé un roi contemplant la terre depuis les hauteurs? Et pourquoi, des milliers d'années plus tard, ressentons-nous encore le besoin de déplacer son voyage vers des lieux que les tablettes ne mentionnent jamais? Pour une nouvelle enquête sur les Anunnaki, les traditions mésopotamiennes de la création et la frontière entre textes anciens et affirmations contemporaines, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, abonnez-vous et je vous retrouve là-bas.